Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'examen de l'année 2010 pour la matière des opérations courantes. Alors, pour l'examen de l'année 2010, nous avons première chose un dossier théorique. Et dans ce dossier théorique, on va voir certains points, certains aspects des différentes approches qui concernent la partie des opérations courantes et les autres parties qui peuvent les concerner. Alors, on a, premier dossier, on a la comptabilité est une technique et un outil indispensable pour la gestion de l'entreprise. Différents partenaires y trouvent un intérêt. Et donc, préciser ces partenaires en expliquant l'intérêt de chaque partenaire. Alors, l'entreprise ne travaille jamais seule. Il y a toujours des partenaires qui travaillent avec les entreprises. Donc, il y a, première chose, des actionnaires. Alors, les actionnaires sont des apporteurs de capitaux et de biens matériels et également immatériels. Ce sont des personnes qui ont des apports, qui ont réalisé des apports. Et par conséquent, les entreprises s'engagent de verser des dividendes à ces partenaires. Il y a également les banques, les institutions financières d'une manière générale. Ce sont des institutions qui donnent aux entreprises des crédits et reçoivent par la suite une rémunération. On a également les salariés. Les salariés, ils travaillent avec les entreprises et reçoivent des salaires, des primes, des cotisations en contrepartie. Il y a également des rapports à différentes entreprises publiques et ils reçoivent en contrepartie des impôts et des taxes. Alors là, c'est seulement les principaux partenaires, donc normalement il y a plusieurs autres partenaires. On peut nommer par exemple les créanciers, les clients, les fournisseurs. On peut parler également des autres institutions financières à part les banques, les sociétés de crédit-bail et ainsi de suite. Alors, deuxième question, c'est de donner la définition des termes et des expressions qui sont suivantes. Alors, on a le financement permanent. Alors, le financement permanent représente les ressources durables d'une entreprise, c'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments à long terme qui concourent à l'utilisation des emplois sous forme de ressources. Alors, on a le passif circulant, ce sont les éléments de dette, parce que c'est un passif, mais qui sont payables dans une échéance de moins d'un an. Il est représenté par la classe 4. Alors que la trésorerie passive, c'est une dette immédiate auprès de l'entreprise qui doit être payée, comme par exemple les crédits d'escompte, les crédits de trésorerie ou les banques à solde créditeur. L'actif immobilisé, ce sont des immobilisations à caractère durable utilisées par les entreprises et qui sont de 4 natures. Une mobilisation en non-valeur, incorporelle, corporelle et financière. Alors, les opérations d'exploitation représentent les opérations ayant une nature courante et relative avec le métier de l'entreprise. Ce sont des activités cycliques qui se rapportent avec l'activité principale de l'entreprise. Alors, pour les opérations financières, ce sont également des opérations courantes, mais qui ne sont pas liées avec l'activité principale de l'entreprise, mais plutôt liées avec le financement, comme l'escompte, les intérêts et les gains et les pertes de change. On a les opérations non courantes, ce sont des opérations exceptionnelles, réalisées de manière qui ne sont pas normales, ce sont des opérations spécifiques, ce sont des opérations très exceptionnelles, réalisées d'une manière qui est non continue dans le temps. Et c'est pour cette raison qu'on les distingue
des opérations courantes. Généralement, les gérants ne sont pas trop responsables de ces opérations exceptionnelles, vu que dans certains cas, il s'agit des opérations imposées ou bien obligées par certaines circonstances. Alors, le virement comptable, c'est les opérations qui consistent à transférer certains montants de certains comptes. Les virements les plus utilisés sont réalisés par les opérations de la banque, où on fait des virements soit entre des comptes de la banque, soit entre les comptes de la banque et de la caisse. Voilà, donc ensuite, nous avons quelle est l'utilité des documents suivants. Alors, première chose, on a le journal. Alors, le journal, c'est un état d'enregistrement qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise avec ses partenaires. Donc, le journal, c'est un document obligatoire pour les entreprises qui est tenu d'une manière journalière où on enregistre chaque jour les opérations réalisées entre une entreprise et ses partenaires. Alors, le grand livre, c'est un état de report. On reporte des opérations qui étaient déjà enregistrées dans le journal. Et le grand livre n'est pas un état comptable ou un état obligatoire, c'est un document extra-comptable qui sert et qui est utilisé pour imputer les soldes finaux de chaque compte et de calculer les soldes finaux pour les mettre au niveau des états de synthèse. Alors, la balance, la même chose, c'est un état extra-comptable et qui vise à vérifier l'exactitude des opérations réalisées dans le grand livre à travers trois équilibres, l'équilibre du solde initial, l'équilibre des mouvements et l'équilibre du solde final. Le bilan, c'est un état de synthèse qui représente le patrimoine de l'entreprise. Il est obligatoirement tenu par les entreprises une fois par année et qui retrace sous forme d'actifs et de passifs les emplois et les ressources des entreprises. Le CPC, c'est pardon, le compte. Le compte, c'est une fiche où on enregistre les opérations qui sont réalisées par une entreprise, mais qui concernent un seul élément de la comptabilité. Le plan comptable, c'est un état d'enregistrement. C'est un état qui est pas, c'est pas un état d'enregistrement, c'est un état où il y a les numéros de compte et les modèles de la comptabilité qu'on doit respecter. Il représente une partie du Code général de normalisation comptable. Et enfin, le CPC, le compte de produits et de charges, c'est un état de synthèse obligatoire pour les entreprises qui représente la formation de résultats à travers ces deux composantes, les produits que nous avons encaissés et les charges que nous avons décaissées ou bien calculées. Et par la suite, il nous sert à calculer l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc maintenant pour la suite de ce travail-là, on va passer à l'enregistrement comptable. Alors pour faire l'enregistrement comptable, on va utiliser ce fichier. Alors nous avons M. Ferris créé une entreprise de fabrication des pièces automobiles et il dispose d'une somme de 1 250 000 et de diverses immobilisations corporelles. Il réalise les différentes opérations. Donc, la première chose, il ouvert un compte bancaire dans une banque de la place. Alors, normalement, M. Ferris, lorsqu'il va créer la société, il doit déposer un minimum de montant sous forme de capital. Ce capital-là, il va permettre la création d'une garantie envers
les actionnaires et c'est toujours la première opération que réalisent les entreprises. Alors, le capital peut être constitué par des apports en nature ou des apports en numéraire. Dans notre cas, dans cet exercice, M. Ferris, il a apporté une somme d'argent. Donc, on va débiter le compte banque et on va créditer le compte capital social. Nous pouvons également le mettre capital personnel parce qu'on a M. Ferris qui va créer tout seul. On n'a pas dit qu'il a des associés. Donc, si on met capital personnel, ça ne pose pas de problème. On peut également mettre un capital social, c'est également possible. Donc, on va mettre un montant de 1 250 000. Alors, ensuite, le 20, il va acquérir un matériel de production. Alors, un matériel de production, c'est tout simplement un matériel et outillage et on va le payer par la banque. Donc, on a déjà des sommes d'argent et donc on va mettre 437 500. 437 500. Voilà, c'est une acquisition d'une immobilisation à long terme. Alors ensuite, nous avons le 23. Alors le 23-2, il va acquérir maintenant un terrain. Il va régler ça par chèque. Alors la même chose pour un terrain, c'est une immobilisation corporelle. Donc on va débiter le poste terrain et on va le payer par la banque. Donc on va débiter 625 000 et on va créditer 625 000. Voilà, ensuite on a le 24, le 24-2. Donc on a règlement par chèque du vendeur de matériel de production. Alors dans ce cas-là, ce matériel de production n'a pas été payé par chèque. Je n'ai pas fait attention moi pour ça. Donc ici, nous avons une dette. Donc on va créditer le compte dette sur acquisition des immobilisations. Alors le 24, on va payer cette dette. Donc on va annuler la dette et on va mettre la banque avec le même montant qui est 437 500. 437 500. Ensuite, pour l'opération du 25, on a un achat de marchandises auprès du fournisseur Salah et on a remarqué trois achats, le 25, le 27 et le 19. On a le 25-3, donc on va mettre achat de marchandises et on va créditer le compte fournisseur. On va faire la même opération pour on a la même opération qui va se répéter le 7-4, également le 19-4, mais avec des montants qui seront différents. Voilà, et pour les montants, on va faire les montants. On a 29 000. Pour la deuxième facture, on a 15 437,5. Pour la dernière facture, nous avons 73 000. On a terminé pour cette partie-là.
Voilà, donc on a maintenant un autre dossier, on va le traiter ici. Donc on a la société Neufel, il a reçu une facture datée du 16/4 par la société Manel. Et dont les renseignements sont les suivants. Donc on a une vente de marchandises, on a le produit A avec 115 unités à 50 dirhams chacune, et on a le produit B, on a seulement 275 unités. Alors pour le net à payer, c'est 51 391,20. Alors on a une remise de 5% et un escompte de 2%. Et le paiement il est réglé par comptant par un chèque bancaire. Alors on a la première question, c'est quoi une facture? Alors la facture, c'est un document commercial qui est établi par un fournisseur et qui demande et qui montre une relation de vente avec les conditions de cette vente. Le principal rôle de facture, c'est de préciser la nature de la livraison, la quantité achetée, les réductions commerciales et financières dont a bénéficié le client, la nature du transport et surtout le mode de paiement qui va être effectué par la suite. Elle est obligatoire pour des considérations fiscales et comptables et juridiques. Et son utilité, c'est de prouver la relation de la vente, c'est de regrouper l'ensemble des éléments de la vente et également de mettre en place un système d'enregistrement comptable. Alors, les deux principaux types de factures sont la facture droit et la facture avoir. Alors, pour la facture droit, c'est une facture qui est établie par le fournisseur et envoyée au client pour constater une vente. Et pour la facture avoir, il vient après la facture droit. Et son rôle, c'est de diminuer le montant initial de la facture droit dans certaines circonstances, comme par exemple dans le cas du retour d'emballage, dans le cas des 3 heures qui sont après la facture droit, dans le cas d'un escompte après la facture droit, ou dans d'autres circonstances qui visent à réduire le montant initial de la facture droit. Alors, dans cet exercice, nous avons deux produits. Alors, on va mettre produit A. Alors, pour le produit A, on peut faire les calculs. Combien on a acheté? On a 115 multiplié par 50. On va mettre 115 multiplié par 50. Voilà. Et on a le produit B. Alors, pour le produit B, nous n'avons pas la totalité de la formule. Nous avons seulement 260 multiplié par quelque chose. Alors pour le montant brut, c'est un X. On n'a pas ce montant brut. C'est un montant qu'on doit chercher. Alors après, on a une remise de 5%. Alors, encore une fois, nous ne pouvons pas calculer la remise et nous ne pouvons pas calculer le net commercial parce qu'on n'a pas le montant brut. Alors, on a un escompte de 2%. La même chose, on ne peut pas le calculer. On va mettre un net financier. Normalement, il y a une TVA de 20%. Ouais, donc on a ensuite le net à payer. Alors d'après les données, ce net à payer, il s'élève à 51 391,20. Alors là, c'est un exemple d'une facture qui est inversée, qu'on doit faire des calculs à l'envers. Alors, on va dire que ce net financier, c'est un X. On va l'appeler X. La TVA, il représente 20% de X. Et le net à payer représente X, ce X-là, 20% de X. Ça fait 1,2X. Et donc, pour retourner et pour calculer le net financier, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le net financier et de le diviser par 1,2. Maintenant, pour l'escompte, c'est à peu près l'inverse. Si le net commercial est Y, l'escompte, c'est 0,02 de Y. Alors maintenant, le net financier, ça va être Y moins, parce qu'on a moins pas de plus, c'est un escompte, c'est une réduction. Alors on aura Y moins 0,02 de Y. Et donc pour passer de Y, pour passer du net financier au net commercial, on va prendre le net financier divisé par 1
moins 2%. C'est une réduction et ce n'est pas une majoration. Ici, on va faire la même chose. On va prendre le net commercial et on va diviser par 1 moins 5%. Alors là, c'est le montant brut de cette facture. Alors maintenant, on va calculer la remise. Je prends le montant brut multiplié par 5%. Pour calculer l'escompte, je prends le net commercial multiplié par 2%. Et pour calculer la TVA, je prends le net financier et je le multiplie par 20%. Et nous pouvons faire une sorte de simulation. Cela, on va prendre, ici on va mettre 46 000, on va vérifier. Donc première chose, je prends ça multiplié par 5%. Je prends le montant brut moins la réduction. Je calcule l'escompte. Je calcule le net financier. Je calcule la TVA. Et je calcule maintenant le net à payer. Voilà, on a trouvé le même montant qui était au début dans l'exercice. Maintenant, il faut trouver la quantité de produit B, la quantité qui a été achetée. Alors, nous avons acheté deux choses. Nous avons produit A et produit B. Alors, le produit A, nous avons déjà le montant qui a été acheté parce qu'on a 115 fois 50. Alors, pour calculer le produit B, je fais la différence. Voilà, donc on a 40 250. Maintenant, on a le nombre de quantités. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre 42 250 et je le divise par 275. Voilà, ça me donne le prix de vente du produit B. Alors ici, c'est 295 multiplié par 146,36. Voilà, donc ça, c'est la facture qu'on doit établir normalement. Maintenant, passer les écritures au journal des deux sociétés. On doit. Alors pour la date, on a le 16-4. On va mettre le 16-4. Et ici, on va commencer par chez le fournisseur. Pour le fournisseur, il a fait une opération de vente. On a une vente de marchandises ou de produits. On a une vente de marchandises. Donc, on va mettre la TVA facturée, la banque, parce que la vente a été faite par la banque, et on va débiter l'escompte accordé. Alors, au niveau du vente, on va mettre le dernier net commercial. Pour la TVA facturée, on a 8550,2. Et pour la banque, on a 51 395,2. Et pour l'escompte, on a 8074. Et on peut vérifier l'exactitude des calculs. Voilà. Alors maintenant, chez le client. Alors, chez le client, l'opération n'est pas une vente, c'est plutôt un achat. Donc, on va débiter 6111. On va créditer la banque et on va créditer l'escompte qui est obtenu. Alors, pour l'achat, on va débiter 43 500. Pour la TVA, on a 8565,2. Pour la banque, 51 391,2. Et pour l'escompte, c'est 874. Voilà, donc là, c'est l'enregistrement de l'opération chez le client et chez le fournisseur.
Là, on passe maintenant au dossier suivant. Alors, on a des questions théoriques. Non. Quel est l'intérêt de la normalisation comptable? Alors, la normalisation comptable, elle permet d'avoir les mêmes règles de comparaison entre les entreprises. La normalisation comptable vise à homogénéiser les enregistrements comptables et de permettre une comparaison entre les entreprises. La normalisation comptable au Maroc, il est respectée par l'application du Code général de la normalisation comptable. Ce code-là, il est établi par le Comité national de comptabilité, le Conseil national de comptabilité. Et après sa date d'entrée en vigueur, toutes les entreprises marocaines étaient obligées, à partir de 1994, de publier avec les mêmes états de synthèse. Cela permet de faciliter l'enregistrement comptable et la comparabilité des écritures. Alors, pour le principe de la partie double, c'est chaque opération elle est enregistrée et concerne au moins deux comptes. L'un ou plusieurs sont débités et l'un ou plusieurs sont crédités, mais avec le même montant total. C'est-à-dire qu'il y a une égalité parfaite dans chaque enregistrement comptable en termes de journal entre les emplois et les ressources. Alors, comment sont classés les comptes d'actifs et de passifs? Alors, les comptes d'actifs sont classés par liquidité décroissante et les comptes de passifs sont classés selon l'ordre de l'exigibilité de dette. Alors, quelles sont les habilités et les aptitudes qui sont requises pour un technicien comptable pour qu'il puisse pratiquer le métier? Alors, là, c'est une question qui est un peu large. C'est pas facile de répondre d'une manière qui est courte. Mais d'une manière générale, on peut dire que pour le technicien comptable, il doit être bien outillé, première chose, dans tout ce qui est technique. Il y a une forme de technicité qu'on doit maîtriser. Par exemple, lorsqu'on parle de l'enregistrement d'une facture, il doit maîtriser l'enregistrement d'une facture. Lorsqu'on parle de certains enchaînements comptables, par exemple le travail avec l'état de rapprochement, les règles de calcul de salaire, il y a des techniques en termes de connaissances. Il y a également d'autres aptitudes comme la rapidité des calculs, comme la possibilité d'avoir une bonne communication avec les partenaires, le sang-froid, la capacité d'intégrer le travail de groupe, la capacité de traiter avec les autres partenaires, les autres services, les contrôles de gestion, la fiscalité et les autres. Il y a également la mémoire. C'est important d'avoir une bonne mémoire et surtout d'avoir un travail qui est méthodologique. C'est-à-dire chaque jour, il faut faire des tâches selon un ordre bien défini et en respectant la logique de l'enregistrement comptable. Alors, donc, un autre dossier théorique, c'est relatif avec la TVA. Alors, quels sont les types de la TVA qui sont prévus par la loi? Alors, si on se réfère sur la loi comptable, on va parler d'une TVA facturée et d'une TVA récupérable. La TVA facturée, elle est enregistrée au moment des ventes, alors que la TVA récupérable, elle est enregistrée avec le paiement des charges et des achats. Alors, on peut également parler de régime. Donc, il y a deux régimes. Il y a le régime d'encaissement et le régime de débit. Alors, pour le régime d'encaissement, c'est le régime de droit commun qui consiste à dire que la TVA facturée, elle devient exigible au moment de l'encaissement total ou partiel des ventes. C'est-à-dire au moment où le client il paye une partie de l'achat qu'il a réalisé, le vendeur doit déclarer la TVA à l'État. Alors que dans le régime de débit, c'est un régime qui est de faveur, qui est optionnel et qui consiste à déclarer la TVA selon la facturation sans tenir compte et sans prendre en considération les paiements réalisés par les clients. Alors, quel est le champ d'application de la TVA? Alors, la TVA, c'est un impôt qui frappe la consommation des biens et des services. Donc, c'est un impôt qui est indirect de consommation.
Alors, elle est imposée et elle est obligatoire pour les opérations qui entraînent des prestations commerciales qui ne soient pas civiles, qui ne soient pas exonérées et qui ne soient pas hors champ de TVA. Par exemple, les ventes, tout ce qui est acquisition, tout ce qui est livraison, tout ce qui est réparation et ainsi de suite. Alors, il y a les opérations qui sont exonérées. Alors, les opérations qui sont exonérées, ils n'en font pas partie du champ d'application. Il y a des opérations qui sont hors champ de TVA, c'est-à-dire des opérations qui ne relèvent pas de l'aspect économique, par exemple les opérations sociales. Et il y a des opérations qui sont exonérées par la loi. Alors, le Code général des impôts, il met en place un système de classification de ces éléments. On les appelle des opérations exonérées avec droit de déduction, sans droit de déduction, et ainsi de suite. Alors, on a, dernière question, quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à restaurer ou à instaurer un système de TVA? Alors, le système de TVA a été instauré au Maroc et dans le monde afin d'avoir un certain équilibre et une redistribution des richesses, parce que la TVA, c'est un impôt qui frappe la consommation. Et donc, normalement, ce sont les gens qui ont un revenu élevé qui payent plus de TVA, parce qu'à chaque fois que le contribuable il achète plus, il paye plus de TVA. Et donc, c'est un impôt qui vise à redistribuer les richesses à travers la taxation des consommations réalisées.